Mon invitée du jour s'appelle Mayline Camus, ancienne espionne de la DGSE, fondatrice de Prism Intelligence et auteure du livre Dans l'ombre de la décision, un livre sur les dirigeants qui doivent apprendre à protéger leur entreprise, leur savoir-faire, leur talent, leur réputation, leur avenir. Mon ouvrage s'adresse à toutes les personnes qui doivent faire face aux enjeux économiques, aux menaces économiques, aux nouvelles menaces économiques et toutes les personnes qui évoluent dans un contexte de guerre économique. Aujourd'hui, ces personnes-là, c'est 100% des dirigeants français. Pendant longtemps, je savais que je devais m'intéresser à l'investissement et comme beaucoup, j'ai repoussé. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es déjà à fond sur ton business. Tu te dis, je verrai plus tard. Et ces derniers mois, j'ai réalisé que si je construisais des projets sur le long terme, je devais aussi penser à mon avenir personnel, parce que personne ne va le faire à ma place. Et IG m'a aidé à passer ce cap en me donnant un cadre clair pour investir en actions et en ETF. Tu peux commencer simplement avec des achats fractionnés dès 10 € et ouvrir un compte facilement. Si tu attends le moment parfait, c'est comme dans l'entrepreneuriat, tu risques d'attendre longtemps. Alors pour passer à l'action dès maintenant, le lien IG est en description. Merci à IG pour cette collaboration commerciale. Il y a des décisions qui se prennent en pleine lumière, dans une salle de conseil, autour d'une table, devant un investisseur, face à un associé, au moment de signer un contrat, de recruter une personne clé, d'entrer sur un marché, de lever des fonds, de s'allier avec quelqu'un, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Les signaux faibles, les intérêts cachés, les rapports de force silencieux, les informations qu'on aurait dû chercher avant, les questions qu'on n'a pas osé poser, les intuitions qu'on a balayées parce qu'il fallait aller vite. Dans l'entrepreneuriat, on célèbre souvent l'instinct, la vision, la vitesse, le courage de décider. Mais on parle beaucoup moins de ce qui précède une bonne décision, la qualité de l'information. Parce qu'une mauvaise décision n'arrive pas toujours par manque d'intelligence, elle arrive parfois par manque de renseignements, par excès de confiance, par naïveté, par fatigue, ou simplement parce qu'on n'a pas voulu voir. Mon invitée du jour s'appelle Mayline Camus, elle est juriste de formation, ancienne espionne de la DGSE, fondatrice de Prism Intelligence et auteure du livre Dans l'ombre de la décision, un livre sur les dirigeants qui doivent apprendre à protéger leur entreprise, leur savoir-faire, leur talent, leur réputation, leur avenir. Un livre sur cette idée simple, dans un monde économique devenu plus dur, plus opaque, plus concurrentiel, l'information n'est plus un bonus, c'est une arme stratégique. Aujourd'hui avec Mayline, on va parler de décision, d'anticipation, de guerre économique, de naïveté entrepreneuriale, de signaux faibles, d'influence, de confiance, de trahison parfois, et de cette question que tous les dirigeants devraient se poser avant de foncer, qu'est-ce que je ne sais pas encore et qui pourrait tout changer. Bienvenue Mayline sur Serial, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Merci François de me recevoir, je suis contente d'être là. Aujourd'hui, on est dans les magnifiques locaux de Métaphore, des lieux d'exception pour vos événements pro. Vous pouvez réserver un espace comme celui-ci sur métaphore.com, le lien sera disponible en description de l'épisode. La première question que j'ai envie de te poser Mayline, je sais que tu viens du Sud-Ouest, mais la question que je pose dans tous les épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. C'est une très bonne question et tu vois, j'ai grandi dans l'environnement des Alpes. Donc oui, je viens du Sud-Ouest, une partie de ma jeunesse a été faite au Sud-Ouest, mais mon enfance, je l'ai passée dans les Alpes. Et j'ai grandi dans un environnement modeste, très modeste. Mon papa était soldat, ma maman secrétaire. Et ce qui m'a animée pendant mon enfance, c'est les valeurs. J'ai grandi dans une famille qui est très patriotique, qui aime beaucoup la France. Parce que j'ai une double histoire avec la France. La première, c'est que mon papa était soldat, donc il servait la France au sein des armées. Et donc j'ai grandi avec ce rythme du papa absent et un petit peu le drapeau avant la famille. Et puis j'ai grandi avec une maman qui on appelle les boat people, qui est arrivée dans les années 70 en France. Et pour elle, la France, c'est sa terre d'accueil, sa seconde chance, le renouveau, là où elle a pu fonder une famille en sécurité. Et donc, évidemment, beaucoup de reconnaissance de ce qu'est la France pour notre famille. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ? Ouais, j'étais une très grande aventureuse. Moi, j'ai toujours aimé le sport. Et mes premières passions, c'était le ski, puisque j'ai grandi dans les Alpes. Forcément. Le ski, l'escalade, grimper et aussi faire des bêtises. C'était, je pense, une passion à haut niveau. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose en toi qui te poussait vers les métiers où justement il faut comprendre les autres, lire les situations, analyser les rapports de force ? Pas du tout. Je pense que moi, je n'avais aucune idée, petite, du métier que je voulais faire. J'étais plutôt dans l'instant présent. Je pense aujourd'hui, avec le recul, que j'ai eu une enfance chanceuse parce que j'étais dans l'instant présent. Je vivais pleinement mon enfance. J'essayais de pas trop être punie à l'école et de bien travailler pour pas faire d'histoire. Mais jamais je me suis dit vers quoi je vais me tourner plus tard. C'est vraiment arrivé au lycée où je me suis dit là, ok, post-bac. Il faut poser les bases et se dire où est-ce qu'on va. Et là, j'ai décidé de partir en droit. Donc tu vas effectivement te tourner vers le droit pour devenir juriste.
spécialisé sur les contentieux. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette première étape de ton aventure? Dans le droit. Ouais. Mais tu vois, tout ça, c'est des hasards parce que j'ai fait un bac S, voilà, classique, parce que mon objectif, c'était d'aller en pharmacie, là où j'avais fait un stage de troisième. Voilà, mais vraiment très classique. Ça m'avait inspirée, je m'étais dit pourquoi pas. Puis la réalité du terrain m'a rappelé que je n'étais pas du tout bonne en sciences. Et donc, je me suis retournée vers le droit, mais par un pur hasard. Je me suis dit: «Le droit, ça a l'air, vraiment bien, plus littéraire» et puis c'est vrai qu'un professeur, au lycée m'avait proposé de préparer Sciences Po, à ce moment-là et c'est toujours aussi l'histoire d'une rencontre, les choix qu'on fait même les quand on est jeune, hein et ce professeur d'histoire géo m'avait poussée à faire, Sciences Po parce que j'étais assez bonne en histoire et plutôt passionnée. Je n'ai pas réussi le concours de Sciences Po, hein, qu'on se le dise, mais c'est un petit peu comme ça que j'ai atterri dans le monde du droit, où j'ai découvert totalement un nouvel univers à l'université puisque moi je venais d'une famille modeste qui n'avait pas fait d'études supérieures et c'était tout nouveau pour moi. Et donc, c'est une expérience très forte d'un plan de licenciement où tu vas devoir licencier une vingtaine de personnes, Mmh. qui va être un peu un élément révélateur pour la Ouais. suite de ton parcours. Est-ce Bien que tu peux me sûr. raconter un peu Bien sûr. cette étape? Je fais mon parcours universitaire, classique, à la fac de Bayonne et puis, et je suis diplômée en droit des affaires, à l'université de Toulouse. À ce moment-là, en fait, j'étais en alternance, hein. J'ai fait un master en alternance et puis je trouve un emploi dans un cabinet, d'avocats et je bascule très vite dans une entreprise américaine. Et dans cette entreprise américaine, à ce moment-là, va avoir, en fait, la sortie du fonds d'investissement pour la rentrée d'un nouveau fonds d'investissement. Et ça, je l'ai appris que plus tard, en fait, les enjeux du fonds d'investissement qui a besoin d'habiller la mariée pour pouvoir revendre, sortir, rentrer, et cetera. Et quand on dit habiller la mariée, eh bien, on la dévêtit, on va dire, de ses charges. Et souvent en France, les charges, elles sont les charges sociales, donc c'est-à-dire l'humain, malheureusement. Et donc, je suis chargée, à ce moment-là, j'ai 24 ans, d'un plan de licenciement économique. Ça va se transformer en plan de licenciement économique, mais à l'origine, c'est une décision d'une boîte américaine, hein, le siège est aux États-Unis, et mon rôle à moi dans cette boîte, c'était de transposer la stratégie américaine de l'entreprise, du siège, en droit français, même européen, puisqu'en fait, je gérais des entreprises au UK, au Moyen-Orient, etc., en Espagne et dans toute l'Europe. Et donc, je devais transformer par rapport au droit, à la légalité, les décisions stratégiques. Et là, il s'avère que eux, leur volonté, c'était de se séparer d'un maximum de charges sociales. Et ce que j'ai dû faire, c'est ce qu'on appelle un plan de licenciement économique, avec de vraies raisons économiques. On a donc dû trouver, justifier, discuter avec, bien évidemment, l'inspection du travail, respecter un cadre légal très strict. Et je me retrouve à licencier effectivement une vingtaine de personnes. Et là, à 24 ans, ça vous fait quelque chose. Parce que je me suis retrouvée à devoir licencier les personnes qui m'avaient recrutée, le directeur général de l'entreprise France, des personnes qui finalement m'avaient fait confiance, et je me retrouve à devoir leur annoncer, en plus on s'y attend pas, avec un effet de surprise qui a été très difficile, des départs massifs, et autant vous dire que dans une entreprise, ça met un vrai coup au moral. Comment tu le vis humainement? Alors, sur le moment, je suis pleinement dans mon rôle. J'ai une fonction, Oui, c'est ton je rôle. l'occupe, j'ai le bagage universitaire, c'est ce pourquoi on m'a recruté. Donc j'applique les attentes de ma hiérarchie, comme il se doit, de façon très professionnelle. C'est le après, en fait, qui m'a très vite mis un coup au moral parce que je me suis retrouvée dans une entreprise avec des personnes que j'appréciais qui n'étaient plus là, quand même. Et puis je me suis dit, waouh, à 24 ans, c'est ça en fait que c'est un gros challenge que j'ai relevé, un défi important. Mais ouais, c'est ça en fait la suite de mon avenir en tant que juriste dans une entreprise. Alors je sais que les juristes en entreprise, heureusement, ne vivent pas ça au quotidien, mais j'ai commencé un petit peu par l'épreuve du feu. Et humainement, j'ai trouvé que c'était tout ça pour un fonds d'investissement. Voilà, Ouais. ce que je m'étais dit vraiment à 24 ans, c'est que je m'étais dit tout ça pour des gros sous. Clairement, c'est ce que je me suis dit à 24 ans. Quelques temps plus tard, en 2017, tu veux devenir réserviste. Là encore, c'est pas juste un choix de carrière, on dirait presque un appel vers autre chose. Est-ce que c'est connecté à ce que faisait ton papa, d'une certaine manière, ou pas du tout? D'une certaine manière, oui, parce que je vais te dire une chose, c'est qu'il a planté les graines durant mon enfance de cette volonté et de cet amour pour la France. Et ce qui va se passer, c'est qu'après ce licenciement, j'ai eu une sorte de quête de sens. Vraiment, je me suis dit, mais ok, je sers à quoi? Et je me suis dit que je pourrais donner un temps
déterminé aux armées. Donc, parce que quand on est réserviste, finalement, on occupe un emploi salarié ou collaborateur au sein du civil. Ah, Et puis, réserviste, on se détache pour des heures définies avec l'armée se rend sur un poste, disponible. voilà, sur une disponible, sur un poste à occuper, une spécialité à occuper. Et puis, je m'étais dit, je vais être réserviste juriste pour les armées. Je sais que ça existait. Comme ça, je vais donner du temps aussi à la nation, à quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'investit profondément. Et je décide donc de m'engager comme réserviste. Mais évidemment, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas du tout ça qui va se passer puisque je vais pour m'engager et là, on me répond que les candidatures pour la réserve, sont clôturées et qu'il va falloir patienter, un cycle supplémentaire. Donc ça peut être de 6 à 1 an, devoir patienter et à 24 ans et encore aujourd'hui, je pourrais le dire, j'étais une grande impatiente et j'étais tellement persuadée de m'engager dans la réserve que c'était vraiment je sentais comme il fallait que j'en sois, quoi. J'avais envie vraiment de voir autre chose, de découvrir les armées autrement et de servir, quelque chose de plus grand que moi et que les intérêts d'une entreprise privée. C'était vraiment ça ma motivation. Donc j'ai répondu, au recrutement: «Bon, très bien, il y a plus de place pour la réserve. Dans ce cas, je m'engage». Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 24 ans, je n'avais pas d'obligation, familiale, donc c'est un choix qui m'appartenait. Je tiens à le dire parce que parfois les gens disent: «Oui, quel courage!» Oui, certes, mais on revient aussi à mes 24 ans où je n'avais pas d'engagement, familial, à part un engagement vers mon employeur. C'est tout le seul engagement que j'avais déjà à Ah. 24 ans et donc je décide, pleinement de signer et de m'engager à l'armée. Quelques temps plus tard, tu vas travailler pour la DGSE. Mmh. Comment est-ce que ça va se passer, le fait de passer de réserviste à agent de la DGSE? Finalement, je vais être engagée au sein des armées en tant que juriste au sein de l'armée, vraiment comme, à temps plein. Donc je vais aller à Saint-Cyr-Couët-Quidan, au 4e bataillon pour suivre une formation, de soldat, pour pouvoir être officier, dans l'armée et occuper un poste, à temps plein. Donc je vais intégrer comme juriste et c'est après avoir, intégré comme juriste sur un poste d'officier que je vais basculer dans les services de renseignement pour, des appétences et des qualités et des compétences, que j'ai et que j'ai aussi développées, pendant ce temps-là, pour pouvoir intégrer les services de renseignement. Toute cette aventure, tu l'as racontée, très bien, dans un podcast, qu'on mettra le lien, en description. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que l'armée t'apprend que le monde civil, ne t'avait jamais appris? Sachant que tu es resté 5 ans, Ouais. au sein de l'armée. L'armée, ça t'apprend, la dureté d'un environnement hostile, ça t'apprend la souffrance, la difficulté, ça t'apprend à mettre ton ego de côté au service de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire la nation. Ça t'apprend aussi à fermer ta bouche au bon moment et savoir écouter les ordres qu'on te donne. Chose que dans une société où on a tous un avis sur quelque chose, parfois ça fait du bien aussi de savoir se taire, d'écouter et d'appliquer ce que les plus grands, donc ce que tu appelles tes chefs, te disent de réaliser. Ça t'apprend à évoluer dans un environnement hostile. Ça t'apprend la guerre, ça t'apprend le combat. Et plein d'autres compétences super sympas comme manier les armes, sauter en parachute, voilà. Il y a plein de choses aussi, quand on aime l'adrénaline et qu'on aime l'aventure et le sport, t'apprends ces choses-là. Mais je vais te dire une chose que je retiens parfaitement, et que je retiens encore aujourd'hui dans mon quotidien, ce sont les valeurs humaines. Loyauté, fidélité, persévérance, résilience. Ce qu'on t'apprend quand t'es soldat, ce qu'on t'apprend quand tu commandes une unité et finalement ce qui te reste gravé à jamais dans ton cœur. Même quand tu quittes et que tu appliques après à ton quotidien. Des valeurs qu'on retrouvera aussi dans le monde des entreprises et aussi évidemment dans ton livre. Ce qui m'intéresse, c'est que à la sortie, tu cherches pas à capitaliser sur un fantasme autour du renseignement, parce que c'est quelque chose qui est très fantasmé par le grand public, justement le côté service secret, enfin voilà, tous ces éléments-là. Tu vas justement transformer une méthode d'État en outil pour les dirigeants. Quand tu quittes le renseignement d'État et que tu arrives dans le monde économique, qu'est-ce qui te frappe le plus chez les dirigeants? La méconnaissance totale du renseignement économique. Je suis frappée par, non pas l'ignorance, mais l'absence de culture du renseignement, de l'anticipation et du risque dans les entreprises. Cette absence de culture, elle me saisit. Je me dis, mais
Les entreprises françaises font des choses incroyables. Et d'ailleurs, sur ton podcast, tu as reçu des entrepreneurs qui ont des savoir-faire, des idées de génie, mais qui ne se protègent pas, qui n'anticipent pas le coup d'après. Et puis, on a aussi le constat d'entreprises, de fleurons français, qui sont démantelés, dont les savoir-faire sont captés par des puissances étrangères, où des fonds d'investissement commencent à s'installer, étrangers commencent à s'installer. Petit à petit, on peut perdre ce qui crée aussi la valeur de nos entreprises françaises. Et je me dis, personne n'utilise le renseignement économique. Alors, ça, c'est le constat initial que je fais. Comment est-ce que tu vas le faire, ce constat? Finalement, quand je vais découvrir ce qu'est la matière du renseignement économique, donc vraiment, je vais travailler sur la transposition du renseignement d'État au service des entreprises en renseignement économique, je vais parler avec une multitude d'experts et de dirigeants. Les experts sont unanimes pour dire que le renseignement économique, c'est indispensable, mais la définition, elle est complexe, aride, enfin vraiment, j'ai mis énormément de temps à comprendre ce qu'était la matière, donc je me dis, il y a un vrai sujet de vulgarisation et d'accessibilité au domaine. Et puis quand je discute avec les dirigeants, pour eux, c'est obscur. Alors, soit c'est fantasmé, tu l'as très bien dit. Ah oui, mais c'est de l'espionnage, donc moi, l'espionnage, c'est bien dans les films, c'est sympa, mais moi, j'ai pas envie d'en être. Et ils ont tout à fait raison, c'est illégal, l'espionnage. Soit ils se disent, oh, c'est génial, mais c'est pas pour nous. Moi, je suis une petite PME, je suis une ETI, j'ai pas besoin de ce genre de choses. C'est pour les grands du CAC 40. Je me sens pas concernée. Donc, il y a un sentiment de pas se sentir concerné. Et puis, il y a des personnes et des dirigeants qui vont dire, non, je vois pas de quoi tu me parles. Franchement, en vrai, je suis dans mon truc. J'ai autre chose à faire. J'ai beaucoup à gérer. Ça, c'est vraiment une option et je ne vois même pas de quoi tu me parles. Et le constat que je vais faire à l'issue, c'est que le renseignement économique, finalement, les dirigeants savent ce que c'est, l'utilisent un peu, mais il va de soi que elles n'en parlent pas, puisque c'est un métier de discrétion, c'est un métier de confidence. Obtenir le renseignement sur les concurrents, la partie adverse, pour pouvoir justement servir ses intérêts. On ne le crie pas sur tous les toits. Donc les entreprises qui font appel à du renseignement économique, elles sont nombreuses. C'est ce que je vais découvrir au fil de mon expérience. Elles sont nombreuses, mais elles sont discrètes et elles ont bien raison de l'être. Mais la matière ne mérite pas à être discrète. Au contraire, il faut dire qu'elle existe pour pousser toutes les entreprises qui n'ont pas encore osé s'y intéresser ou qui ne savent pas comment s'y prendre, de s'y intéresser. Parce que ça devient un sujet majeur d'enjeu étatique, Bien sûr. d'enjeu de souveraineté économique. Parce que On l'a vu ces dernières années, ces derniers mois. Exactement. Et si nos entreprises elles sont plus concurrentielles, plus performantes, plus protégées, plus solides sur leurs appuis, forcément elles vont être plus performantes et ça participe à la souveraineté économique de notre pays. Donc ce n'est pas rien. C'est pas rien. Et puis c'est vrai qu'il faut effectivement rappeler qu'il y a une différence entre renseignement d'affaires et espionnage industriel. Ça n'a rien à voir. Ouais. L'espionnage industriel, c'est illégal. Ouais. Et le renseignement d'affaires, c'est totalement légal. Et justement, le renseignement se déroule dans un cadre légal. Exactement. Et vraiment la différence, comme tu le dis, entre espionnage industriel et renseignement économique, parce que beaucoup font l'amalgame, quand tu fais de l'espionnage industriel, tu vas utiliser des moyens illégaux. Je te fais un exemple pour que ça parle à tout le monde. Pénétrer une boîte mail, aller voler de l'information sur un téléphone, corrompre un salarié, rentrer dans un bâtiment, dans le bureau d'un CEO pour voler de l'info. Donc des moyens illégaux, dans une intention de nuire à la partie adverse. Mettre un virus, voler de l'info pour prendre les données et puis pas faire de R&D. Alors que le renseignement économique, c'est un cadre légal et c'est là où le fait que j'ai été juriste en droit des affaires permet vraiment de ne pas dépasser ce cadre et de vraiment évoluer dans cette zone au service du client, bien évidemment, parce que quand on dépasse ses attributions et qu'on joue un peu avec le feu, oui, on s'expose, nous, acteurs du renseignement, en termes de réputation et de condamnation, mais surtout, ce qui est très grave, c'est qu'on expose celui qui nous a fait confiance, le dirigeant, qui lui voulait avoir une information stratégique, et qu'on a fait n'importe quoi pour l'obtenir. Et le renseignement économique, on va vraiment utiliser des moyens légaux, autorisés, puis maintenant on a des sources d'informations, une mine d'informations à disposition, pour vraiment mettre en perspective, dans le but de prendre un avantage concurrentiel, se protéger, anticiper, influencer. Voilà, vraiment dans un cadre, en fait, finalement, de vie économique entre entreprises. Exactement.
Et donc tu vas créer ta société, tu vas devenir entrepreneur finalement. Oui. Comment ça se passe, ce démarrage à ce moment-là? Mais tu vois, quand tu es à l'armée, tu apprends à sauter d'un avion Tu es avec un aussi parachute. entrepreneur en fait, en Tu termes vis d'état d'esprit, l'aventure, ouais. ouais. Mais sauf que tu as un parachute, tu as un cadre, ton unité, tu vois, tu as un parachute sur le dos quand tu sautes d'un avion et puis tu as tes camarades. Quand tu es entrepreneur, et moi c'est la plus grande et belle aventure que j'ai jamais réalisée. Tu es seul quand même. Tu te lances dans le vide, sans vraiment de parachute, hein. Tu te dis: «Bon, j'y vais sur mes deniers personnels», sur ton énergie personnelle, tu avec ton idée, un peu la fleur au fusil quand même, et puis tu y vas parce que tu y crois. Et ça, c'est une aventure incroyable que je ne connaissais pas, et c'est vraiment pour le coup, partir au combat, un autre combat, et je vais découvrir cette aventure entrepreneuriale comme chacun d'entre vous qui a dû entreprendre. C'est clair. La solitude, se faire confiance, rencontrer les bonnes personnes, rencontrer les mauvaises personnes, et voilà, et grandir et mûrir en fait, mon expérience, entrepreneuriale. Avant de parler, un peu plus de ton livre, est-ce que tu peux me parler un peu d'un de tes premiers clients, sans évidemment le citer, mais de parler d'un exemple concret de comment est-ce que tu as accompagné un de tes premiers clients sur quel sujet, tu vois, par Ouais, exemple? bien sûr. C'était sur un sujet, réputationnel. Le client, se rapproche de moi et il se dit: «Bon, bah, j'ai vu vos posts sur LinkedIn, le renseignement, ça semble extrêmement intéressant. J'ai vu que vous pouvez vous renseigner sur des personnes. Bon, c'est bien, ça veut dire que le travail de vulgarisation permet. On va échanger», et là, il va me dire: «Bah, moi, je souhaite m'associer, très prochainement avec un nouvel individu qui va prendre, des responsabilités importantes au sein de la structure parce qu'il va être responsable de la croissance, en province et sur les territoires, de mon entreprise». Mon entreprise fait plusieurs, millions de chiffres d'affaires, elle est pérenne, elle est grandissante, et puis je veux déléguer à un associé cette croissance externe, et pour ça, j'aimerais être sûre du bon mariage. J'aimerais bien être sûre de cet individu avec qui, bah, finalement, je vais m'associer. Mais en fait, c'est finalement se marier, hein, parce qu'on signe un contrat et on s'affiche ensemble. Alors on dort pas dans le même lit, mais par contre, on passe la majorité de nos journées ensemble, et on va, associer nos fonds, on va associer notre réputation, nos savoir-faire, et cetera. Donc il a eu un bon flair de faire ça. On mène des investigations et là, on se rend compte qu'il y a, usurpation, d'identité. Donc c'est-à-dire que cet individu cachait bien son jeu, il avait bien habillé la mariée, et c'est ce qui se fait souvent dans les associations, les partenariats. On va pas arriver un peu comme on est, voilà. C'est on va habiller la mariée, montrer qu'on est robuste, qu'on est fiable, qu'on est stable, qu'on a une super réputation, qu'on a les fonds et les savoir-faire, et qu'on a tout à fait raison de me faire confiance. Sinon, je ne sais pas, sinon c'est des mauvais négociateurs, hein. Et et là, en fait, il avait très bien habillé la mariée, et il s'avère que, bah, non. Derrière, c'était une coquille vide, avec une personne très malveillante, puisqu'elle n'était pas à son coup d'essai, usurpation d'identité, Ah, vol de données, et puis finalement derrière, ce que j'avais retrouvé, c'était, bah, des dirigeants qui en avaient perdu, leur rage de vaincre, leur ah, société, leur image aussi, hein, parce que quand on vous a, volé des données, volé des infos, une identité, qu'on s'est fait passer par vous, qu'on a bon, il y avait tout un écosystème, très nébuleux. En fait, cette personne s'enrichissait, de victime en victime. Bien d'avoir mis ça à la lumière, du jour, ça a permis, pour le coup, pour le dirigeant de prendre une décision, complètement éclairée, sans jeu de mots, avec du recul, et de se retrouver aux tables de négociation en finalement n'allant pas au bout de ce mariage. Donc il a dit non, à l'église, peut-être au dernier moment, mais en tout cas, il a pris la bonne décision parce qu'il a protégé son patrimoine. au dernier moment, mais au bon moment. Au bon moment. Alors souvent, tu vois, c'est très vrai, c'est que les dirigeants, ils font appel à moi, et là, au départ, c'était vraiment ça, au dernier moment. Dos au mur, en se disant: Maïline, c'est peut-être la solution de dernier Oui, recours, pas dans l'anticipation, mais pas dans vraiment, l'anticipation, et maintenant un peu plus». OK. Tu vois? Donc ça veut dire que Le sujet se démocratise, le sujet se démocratise, les messages passent, parce qu'on est quand même assez, on est quand même beaucoup d'acteurs maintenant autour de l'intelligence économique, pas assez à mon goût. Voilà, je pense qu'on est à peu près 250 acteurs en France. Mmh. Je pense que c'est pas assez pour un sujet aussi important, mais ça veut dire que petit à petit, les dirigeants se font le cuir et se disent: il y a moyen d'anticiper. Il faut anticiper, ça ne coûte rien de demander, comment on peut anticiper certaines décisions.
pour éviter peut-être de dire non devant l'hôtel et d'avoir des leviers de négociation. Parce que parfois, sur un dossier de réputation comme ça, il peut avoir des leviers de négociation. C'est-à-dire, ok, bon, il a une réputation, bon, alors pas l'usurpation d'identité, mais il a une réputation un peu sulfureuse. Mais c'est ok, je peux dealer avec ça parce que en contrepartie, c'est ce que j'aime chez lui, ou c'est peut-être aussi, il apporte des choses extrêmement intéressantes. Donc, c'est au dirigeant, moi je décide pas à la place du dirigeant, je Bien lui apporte sûr. vraiment un éclairage, et c'est au dirigeant derrière de prendre sa décision. Et parfois, il peut arriver qu'ils se disent, ok, je vais dealer avec ce profil-là. Par contre, je connais ses forces et ses faiblesses, je connais les points. Soit je les garde pour moi, ça peut servir, ou ça peut servir aussi en négociation, Mmh. en disant, écoute, voilà, il y a des points un peu particuliers, on va revoir peut-être la répartition des parts, enfin voilà. Tout après, pour ça, moi je suis pourvoyeur de renseignements, et après pour la structure de la négociation, du conseil, pour ça ils ont leur conseil. Ou sinon, moi je travaille avec des cabinets d'avocats, on vient pour pouvoir venir bâtir une stratégie solide de négociation, de sortie, de défense parfois, de protection, avec chacun dans sa spécialité. Très clair. Tu viens de sortir justement ton livre il y a Mmh. une semaine ou 2. Ouais. Il faut savoir que c'est pas un livre inspirationnel, c'est un livre Mmh. très pratique, Très pratique, très exactement. pratique, justement pour démocratiser en fait ce sujet du renseignement d'affaires Mmh. et d'intelligence économique. Tu racontes en fait des missions justement de manière très pratique, des situations où l'entreprise avait un angle mort, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Pour le coup, ça fait un peu vraiment manuel pratique de Manuel de combat, je l'ai et pensé manuel de combat, voilà, tu vois? c'est très ça, c'est vraiment très ça. C'est sans avoir l'image, mais c'est effectivement ça. Le premier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est les angles morts des dirigeants. Dans les missions que tu racontes, il y a un point commun, à chaque fois l'entreprise ne voit pas quelque chose. Selon toi, quels sont les angles morts les plus fréquents des dirigeants? Le réputationnel, l'humain. Tu vois, souvent on veut aller vite. Tu l'as très bien dit dans ton introduction. On veut aller vite, et d'ailleurs c'est ce qu'on va venir, solliciter, récompenser. La Oui, c'est ce qu'on met en avant. vitesse, ouais, la Vitesse vitesse. d'exécution. Waouh, en 3 ans tu as réalisé ça, la performance, c'est ça un peu aussi, on est un peu poussé à ça, et quand on va trop vite dans la précipitation, on va se tromper, et les angles morts, ça veut dire qu'on va faire l'impasse. Tu sais, on dit souvent aux étudiants, l'impasse tue l'étudiant. Moi, j'ai beaucoup entendu en droit, et ça s'est toujours, avéré très vrai. Quand je faisais l'impasse sur un sujet, de TD, tu peux être sûr qu'il tombait au partiel. Donc, tu vois, ça te parle? Bien sûr. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que je vais mettre des rétros partout, hein, et bien là, c'est pareil pour le dirigeant. Il doit pas perdre ses actes réflexes, qu'il a eus, étudiant. C'est vraiment de se dire, l'humain, c'est celui auquel on va le plus vite. On se dit: «Ah non, j'ai un feeling avec toi, super, tu passes bien, et cetera». Ou OK, lui, il a une super bonne réputation, c'est l'homme qu'il me faut. Alors l'homme avec un grand H, hein, l'homme ou la femme qu'il me faut. OK, il coche toutes les cases sur le papier, même sur les entreprises, hein, elle coche toutes les cases sur le papier. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Et ces angles morts, ils sont faits parce que parfois on va trop vite. On se pose pas, et en fait on fait une économie de bout de chandelle. Souvent quand tu discutes avec les dirigeants, ils vont se dire soit j'ai voulu aller très vite, et ça, attention, hein, Mmh. la précipitation, elle n'est jamais très bonne. Soit, c'est: «Ah mais ça coûte cher». Donc ils font des économies de bout de chandelle pour prendre des décisions qui sont majeures pour leur entreprise. Faire rentrer le loup dans la bergerie, c'est prendre le risque de ne plus avoir de moutons, tu vois? Bien sûr. Quand le ver est dans la pomme, c'est prendre le risque que la pomme pourrisse. Et je veux dire que quand c'est la prunelle de nos yeux, que c'est tous nos efforts, parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on est dirigeant d'entreprise, on peut pas faire une économie de bout de chandelle et pas tourner la tête pour voir les angles morts. C'est vraiment comme quand on pilote une voiture, on peut pas se permettre. Ouais, Mmh. exactement. C'est un Mmh. sujet hyper important et très souvent sous-estimé, puisqu'on s'en rend pas forcément compte. On se dit: Parce «OK, qu'on va vite. on laisse ça de côté et on verra plus tard». Mmh. Mais en fait, peut-être que plus tard, c'est trop tard. Il y a d'autres sujets que j'ai envie d'aborder. Le premier, c'est la veille concurrentielle. Dans une des premières missions du livre, une entreprise découvre qu'elle répond à des appels d'offres sans vraiment savoir qui joue contre elle, ni quels réseaux d'influence sont déjà en place. Est-ce que beaucoup d'entreprises avancent comme ça dans le brouillard? Est-ce que c'est la Ouais. majorité des... Beaucoup d'entreprises avancent comme ça un peu, à tâtons, et je salue, quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui maintenant s'intéressent à comment se renseigner sur son environnement. Et je vais dire, le sujet, c'est parce que quand tu discutes avec un dirigeant, il va jamais te dire: «Oh non, moi je trace ma route et j'ai pas besoin de savoir ce que font les autres». C'est très rare qu'un dirigeant te dise ça. Il va plutôt te dire: «Ouais, mais comment je peux faire pour me renseigner sur ma concurrence? Comment je peux faire pour me renseigner sur mon environnement?» Donc c'est pas une question de
Ah non, mon environnement concurrentiel, économique ne m'intéresse pas. Personne ne te dira ça. Par contre, beaucoup te diront comment puis-je me renseigner concrètement sur cet environnement qui effectivement m'intéresse. Et c'est ça où il y a une absence de culture dans l'entreprise, parce que se renseigner, c'est mettre en place une veille concurrentielle comme on l'a dans cette mission-là, mais il y a plein d'atouts qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. Nos commerciaux qui vont sur le terrain chercher de l'information. Alors eux, ils sont en contact des concurrents, de leurs pairs, des partenaires, dans le monde entier, et ils sont sur le terrain tout le temps. Est-ce que les dirigeants ont mis en place un processus pour faire remonter l'information qui vient du terrain? Ça demande pas plus de ressources humaines. Ça demande une mise en place d'un processus particulier pour faire remonter leurs renseignements et les informations stratégiques de ce qui se passe sur le terrain aux décideurs. C'est une absence de culture. Et ça, c'est facile à faire dans une entreprise. Maintenant, avec les outils numériques, on peut facilement faire de la veille, se renseigner sur l'état du marché, la concurrence avec du renseignement humain, comme je t'en ai parlé avec les commerciaux, mais 80% de l'information, parce qu'il y a une différence entre information et renseignement, 80% de l'information, elle est en source ouverte. On critique le fait qu'on ait beaucoup de réseaux sociaux, qu'on ait accès, qu'on soit surabondé d'informations, c'est très vrai, donc d'où il faut faire le tri. Mais le constat, c'est que l'information, elle est là. Elle existe. Elle est sur Internet. Elle est dans les médias. Elle est partout. Et donc, ça, c'est une mine d'informations pour un dirigeant qui a envie de se renseigner sur ce qui se passe autour de lui. Il ne doit pas la négliger. Mais là encore, mettre en place un process pour aller chercher cette info, la trier, parce que faut pas croire tout et n'importe quoi, et puis parfois ça peut être indigeste. La trier pour pouvoir un peu avoir le coup d'avance et prendre des décisions éclairées. Et puis, se renseigner comme ça sur son environnement, ça donne des idées. Des fois, les dirigeants peuvent être dans leur univers, dans leur monde, et finalement, tu regardes même la créa, c'est des gens qui regardent ce qui se fait ailleurs, qui voyagent, En fait, de regarder ce qu'il y a autour de soi, j'ai envie de dire, ça ouvre les chakras. Exactement. Tu vois, et c'est important. Ouais. C'est important pour avoir de la hauteur de vue. Il y a, oui, prendre des décisions stratégiques, et heureusement, on ne prend pas des décisions stratégiques tous les matins, parce que sinon, on serait encore épuisé. Mais on a aussi notre partie de créativité, notre façon de décider, d'ouvrir des champs des possibles. Et ça, c'est hyper important. Ouais, ça devient un vrai avantage concurrentiel quand c'est activé. Ouais. Un autre sujet qui est aussi dans le livre, il y a aussi cette idée très forte, quand une startup commence à communiquer, à lever des fonds, à sortir de l'ombre, elle attire aussi les prédateurs. Pourquoi la visibilité crée-t-elle du risque? Alors, tu sais, je dis souvent, la lumière attire les papillons, mais aussi les moustiques. Tu vois? Et tu peux pas choisir si c'est le moustique ou le papillon qui va arriver. Donc en fait, effectivement, quand on sort de l'ombre comme ça pour, on a un projet, on a une volonté de croissance, une volonté de communication, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est bien les savoir-faire, mais faire savoir, c'est un petit peu mieux. Donc on a tous cet enjeu de communication, et d'ailleurs, toi-même, tu as un média, c'est prendre la parole, communiquer sur ce qu'on fait, et puis parfois, on est en opération séduction, levée de fonds. J'appelle ça opération séduction. Et donc, pareil, on doit habiller la mariée, on va communiquer, on va aussi publier des informations un peu stratégiques, divulguer, faire sortir des informations stratégiques. Là encore, aussi, ça se prépare. Je suis pas du tout contre le fait d'être en lumière. Au contraire. Mais par contre, on y va avec de l'anti-moustique et de la crème solaire. Et donc, pour ça, il y a plein de moyens de se protéger. Quel renseignement on sort, vraiment? Comment on va gérer cette mise en lumière, cette communication? Briefer les équipes. Encore une fois, c'est une histoire de culture du renseignement face aux enjeux économiques. Voilà. On est dans un enjeu fort dans l'entreprise. Ça va être la première fois qu'on fait une levée de fonds. C'est hyper enthousiasmant pour vous. C'est hyper stimulant et engageant pour nous. Voilà, mais ça, c'est la direction qui doit le faire. On part tous dans une aventure. Et bien, dans ce cas, voilà par contre, ce à quoi on doit faire attention. On passe une journée ensemble et on vous explique. On va prendre la lumière sur tel sujet. Si jamais il y a une approche qui peut arriver, eh bien, vous êtes sensibilisé. C'est le dirigeant, c'est la tête. Et là, je mets un poids sur les épaules, un poids supplémentaire, certes, mais sur les épaules du dirigeant de l'entreprise. Ça ne vient
que de lui d'instaurer une culture d'entreprise. Donc une culture du renseignement, d'anticipation, du risque, ça repose sur ses épaules. Donc c'est à lui d'embarquer ses collaborateurs. On ne peut pas demander aux collaborateurs d'être à l'initiative. Alors, s'il y a des collaborateurs qui m'écoutent, n'hésitez pas d'être à l'initiative. Mais je veux dire, derrière, si le dirigeant décide de ne pas instaurer cette culture, on ne peut rien y faire. Donc c'est le dirigeant qui doit instaurer et prendre l'initiative. Et donc quand il y a une mise en lumière, une prise de risque, une négociation, etc., il faut sensibiliser ses collaborateurs. Je vais te donner un exemple que j'ai eu très récemment qui m'a été partagé. Il y a une dame, dirigeante d'entreprise, qui fait une très très grosse levée de fonds. Un chiffre à plusieurs zéros. C'est connu, c'est public, c'est dans la presse, c'est connu de la place parisienne des fonds d'investissement, des banques, etc. Bah oui, on communique sur cette croissance qu'il y a. Quelques semaines plus tard, sa secrétaire de direction reçoit un mail et un appel pour dire, ben voilà, Madame Untel, en parlant de la dirigeante, est très occupée, mais vous savez, elle est sur une levée de fonds. Ils connaissaient tout, parce qu'ils avaient communiqué. Ah ouais. Donc elle est sur une levée de fonds, sur tel machin, avec tel fonds, donc nous sommes telle banque, ils connaissaient même la banque, etc. Voilà, donc nous on vous propose de commencer à, on vous demande de financer X et Y choses. En fait, c'était extrêmement crédible, parce que l'attaquant en face connaissait la levée de fonds, prétextait des informations de la levée de fonds pour dire qu'il était dans la confidence, qu'il fallait pas déranger la dirigeante, mais que là, il était nécessaire de faire un virement justement pour les négociations en cours. Et il s'avère que cette secrétaire de direction, elle n'était pas débutante, elle était assez aguerrie. Ah. Elle allait déranger la CEO dans ses locaux en pleine réunion très stratégique pour lui dire, écoutez, je suis sollicitée pour un virement de 300 000 euros. Je me permets de vous déranger parce que, Ça me paraît bizarre. qu'en pensez-vous? Elle a été félicitée. C'est évident. Parce qu'elle a tiré la sonnette d'alarme, qu'elle a su se lever de sa chaise, de pas céder à la pression qui était faite en face pour faire ce virement. Et ce virement, il aurait été parti dans la nature, on n'en aurait plus jamais entendu parler. Mais il a utilisé ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Il a utilisé toutes les informations qu'il y avait sur cette levée de fonds pour venir demander une somme. Et finalement, ce qu'on retient de cette leçon, c'est que c'est le collaborateur qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a eu le courage d'aller sortir la CEO d'une réunion très stratégique, de venir demander si elle n'était pas en train de se tromper, parce qu'elle aurait pu dire, mais bien sûr, pourquoi tu me déranges? Ouais. Mais elle a pris le risque. Alors, c'était pas du tout le tempérament de la direction, mais elle a pris le risque. Et donc, si le dirigeant aujourd'hui il instaure cette culture-là et qui permet à ses collaborateurs de lever la main quand il y a un doute, parce qu'on est dans un moment sensible de l'entreprise et qu'on a un doute de sécurité, qu'on a un doute de captation de savoir-faire, qu'on a quelqu'un qui se renseigne un peu trop sur les choses et qu'en interne, on a déjà dit, bon, on part au combat, on y va, vous êtes des guerriers et si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main, on vous écoutera. Bah, les collaborateurs, dans ce sens, ils se disent, ok, on en fait partie. On a tous un rôle à jouer dans la sécurité de l'entreprise. Donc la lumière, oui, mais ça se prépare. Comment est-ce qu'on instaure une culture du renseignement? Tu vois, par l'exemple. À l'armée, on dit toujours qu'un bon commandement, c'est un commandement par l'exemple. Si tu imposes à tes soldats de faire 10 pompes le matin, bah, t'as fait 10 pompes avant eux, avant qu'ils soient là. Voilà, tu vois, c'est le commandement par l'exemple. Je prends l'exemple des pompes, mais bon. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui montre qu'il est assidu sur sa sécurité numérique, son hygiène numérique, qu'il est prudent, qu'il utilise un vocabulaire sur ces sujets-là, qu'il s'y intéresse, déjà derrière, il va voir l'intérêt pour lui, donc personne quand même, parce qu'un dirigeant, c'est quand même une personne qui peut être exposée, et aussi pour son organisation, donc son entreprise. Donc on commence toujours par la tête. Ça, je le vois à chaque fois. Tous mes clients que j'accompagne dans la sensibilisation de leurs collaborateurs ont tous demandé, en avance de phase, une journée de sensibilisation tout seul. C'est-à-dire que le dirigeant s'est dit, moi, je veux pouvoir donner envie à mes collaborateurs d'en être et de faire de la sécurité économique et d'être garant d'une certaine vigilance. Mais par contre, je vais d'abord me l'imposer. Je vais d'abord me taper la journée avec Maïline, voilà, pour voir aussi où sont mes failles. Il se met à nu, concrètement. Il n'hésite pas à dire, on lui pose des questions, vraiment, il se met à nu en termes d'hygiène numérique, de réflexes, etc. Il acquiert ces réflexes-là, il se met une méthode pour lui. Et après,
Dans un second temps, il dit OK, on déploie à l'ensemble des collaborateurs. Et l'ensemble des collaborateurs, moi, je suis contre. Déjà que le sujet, il est aride. Je veux dire un truc, la sécurité économique, c'est pas sexy, c'est assez aride. Tu dis ça à une start-up innovante, elle te regarde en disant oh, mon Dieu, c'est quoi ce truc de boomer? Vraiment, c'est la vérité. Donc il faut rendre ça sexy. Et c'est un peu l'enjeu. Et donc là, c'est moi, selon comment est configurée la population de l'entreprise, je vais faire des recommandations. OK, sur une journée, en fait, on va partir en immersion à tel endroit, on va passer du temps, nous, on va passer des messages, on va faire des conférences, des ateliers, mais en même temps, on va rendre ça agréable, on va l'inscrire dans un tout de la société. Il y a plein de belles façons de faire pour transmettre des messages très sérieux. Je dis toujours, c'est pas parce qu'on fait des choses sérieuses qu'on doit se prendre au sérieux. Et donc, quand on s'adresse à une organisation multigénérationnelle, parce que c'est vrai aussi, tu t'adresses pas pareil à tout le monde, qui n'ont pas tous la même expérience, mais ils doivent tous porter le message d'être sensibilisés à la sécurité économique, être garant de la sécurité économique de l'entreprise, la réputation, faire face à ces nouvelles menaces économiques qui sont hybrides et qui rentrent par la fenêtre, par le toit, par la cheminée. Tu vois, vraiment, c'est par toutes les ouvertures de la maison. Pour ça, il faut avoir un message qui soit clair et qui donne envie. Ça, c'est extrêmement important. Sur une journée avec un dirigeant, c'est quoi les exemples de questions que tu peux lui poser? Déjà, je vais lui demander quels outils numériques il va avoir. On va faire un point sur ces outils numériques. Et on va très vite se rendre compte qu'on ne sépare pas le pro et le perso. Erreur quand même. Je comprends que c'est très pratique d'avoir un téléphone pro et perso et un peu tout mélangé. C'est bien quand on a des enjeux quand même sécuritaires. Déjà pour la santé mentale du dirigeant, je tiens à le préciser. Mais de devoir séparer, en fait, pour protéger en fait sa famille. Tout ce qu'on ramène à la maison va empiéter sur la maison. Moi-même, je travaille de chez moi. Donc, ça nécessite vraiment... Quels sont les outils numériques que vous avez? Les protections cyber. Et les outils numériques, ça peut être même... Souvent, la première chose que je fais quand je regarde l'ordi portable, je dis « Ah, vous travaillez avec un ordi portable? Vous voyagez beaucoup? Vous avez un filtre de confidentialité? Ah non. Bon, déjà, si moi, dans l'avion, je peux lire la moitié de vos mails alors que vous êtes CEO d'une grande boîte, c'est compliqué. Oui, ça arrive souvent même dans le train, etc. Ça arrive très souvent. Et il y a même autre chose. Vous partez à l'étranger? Oui, très souvent. Vous allez dans des salons? Oui, très souvent, parce que en tant que dirigeant, on peut être amené à être en représentation assez souvent. Et donc, on va partir avec nos outils numériques, blindés d'informations stratégiques et confidentielles, sur l'ordi. Vous passez une frontière. S'ils prennent votre ordinateur et qu'ils veulent capter ce qu'il y a sur le disque dur, vous savez pas ce qu'ils ont fait de l'ordinateur. Donc, si vous n'avez pas envie que toutes vos données soient aspirées, il y a toutes des techniques pour quand on part à l'étranger, quand on part en déplacement, qu'on protège ces données et qu'elles soient pas en... Je parle même pas de pas avoir mis des mots de passe, parce que c'est pas une blague. J'ai des dirigeants qui ne mettent pas de mots de passe sur leur téléphone et leurs ordinateurs. C'est fou. Qui ont des savoir-faire incroyables. J'ai eu ça. Donc, je ne parle même pas du mot de passe ou d'avoir crypté quoi que ce soit ou d'avoir un ordinateur un peu élaboré. Je ne parle même pas de ça. En dehors de ça, de se dire, OK, je pars avec un ordi vierge pour travailler et j'ai accès à ce qui est nécessaire d'une autre façon. Ça fait partie des trucs les plus fous que tu as pu voir, le fait de ne pas avoir de mot de passe? Ah ouais, mais alors là, je suis tombée de ma... J'ai cru que c'était une blague, parce que je me dis quand même, il fait appel à mes services, il me voit sur Instagram, sur LinkedIn, en conférence, enfin je veux dire, le dirigeant, quand il fait appel à moi, en règle générale, c'est parce qu'il m'a vu quelque part, donc il connaît un peu mon état d'esprit. Et là, il me demande donc de prendre des choses sur son ordi, et je lui dis, mais quel est le mot de passe? Parce que mes équipes vont avoir besoin du mot de passe et tout. Il me dit, ah non, j'en ai pas. J'ai vraiment cru que c'était une blague. Mais vraiment, et après j'ai dit, ah mais vous me faites marcher. Non, pas du tout, j'ai la flemme. Ah mais vous l'avez enlevé pour qu'on puisse se connecter facilement là parce qu'on est dans les travaux. Non, franchement, ça, on s'en fout, non? Okay. Non, en fait, on va reprendre de zéro. Ouais, c'est clair. donc ouais, tu vois. Ton livre, il s'adresse finalement à tous les dirigeantes, dirigeants d'entreprises touchés de près ou de loin par ces sujets, c'est-à-dire 100% des dirigeants d'entreprise? Mon ouvrage s'adresse à toutes les personnes qui doivent faire face aux enjeux économiques, aux menaces économiques, aux nouvelles menaces économiques et toutes les personnes qui évoluent dans un contexte de guerre économique. Aujourd'hui, ces personnes-là, c'est 100% des dirigeants français. 100% des dirigeants français sont dans un contexte économique compliqué, avec des incertitudes géopolitiques pour ceux qui sont à l'étranger, politiques,
avec des prédations de puissances étrangères ou de captation de renseignements à tous les étages. À moins qu'ils habitent sur Mars, on est tous au fait de l'intelligence artificielle et de toutes ces nouvelles technologies qui sont des puissances et des forces pour nous au quotidien, mais qui au parallèle, c'est aussi une force et une puissance pour créer des nouvelles menaces économiques, très hybrides, très complexes, de plus en plus difficiles à saisir, insaisissables. Tous les dirigeants aujourd'hui doivent faire face à ces nouvelles menaces économiques. Et cet ouvrage, je l'ai écrit comme un manuel un peu de combat, simple à lire, avec des missions par thématique, parce qu'un dirigeant, il y a bien une chose qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors si j'arrive avec un dictionnaire, il va s'en servir pour caler la porte de sa salle de bain. Et c'est pas vraiment l'avenir que j'ai envie pour cet ouvrage. Le but, c'est qu'il puisse le feuilleter selon les thématiques. Et à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'on peut très bien ouvrir telle page sur tel sujet. Exactement. Précisément. J'ai vu qu'il y avait des petites cases à cocher aussi sur certains sujets pour voir sa situation. Exactement. Et je trouve ça hyper pratique. Ouais, c'est ça. De se dire, ok, cette thématique aujourd'hui, je la traverse, elle me parle, j'ai pas besoin de lire les 23 missions, je vais aller à la mission qui me parle, je vais lire une histoire, parce que c'est une histoire que je raconte, une histoire vraie, d'un dirigeant que j'ai accompagné. Donc je vais aller lire une histoire d'un père, c'est l'histoire d'un dirigeant, donc d'un dirigeant qui lit l'histoire d'un père, qui a traversé une situation particulière qui peut faire écho à la vie du dirigeant. Et voici comment le renseignement économique a permis de sortir de la situation, ou pas, parce que tu as pu voir qu'il y a certains cas où parfois le renseignement n'aboutit à rien parce qu'on n'a pas pris de décision derrière, ou parce que des fois, on ne trouve rien. Et à la fin de chaque mission, tu vas avoir des astuces, des mises en pratique, donc soit des tests, etc., ou soit vraiment, si vous vous retrouvez dans cette situation, voilà les points clés, les premiers points d'étape que vous pouvez réaliser vous-même en tant que dirigeant dans votre structure pour évaluer votre situation et pour pouvoir faire face. Mais de plus en plus, ces menaces économiques, elles sont grandissantes, insaisissables, complexes. On va devoir dealer avec, tu vois, on va devoir évoluer avec elles, parce que on va pas s'exfiltrer de la situation. On va grandir avec ces nouvelles technologies. Enfin, quand même, on n'a pas un pied dans la tombe. Donc, c'est pour nous, c'est notre avenir. Donc, on doit grandir avec elles. Donc, savoir les appréhender, les mesurer, essayer de les comprendre, de les observer, ces menaces. Et puis, le contexte de guerre économique, il est unanime. Donc, bien sûr. Voilà. Quand on va à la guerre, on prend des armes. Le renseignement d'affaires, c'est une arme, c'est un outil d'aide à la décision. Et puis, le manuel, mon ouvrage, permet d'être un manuel pour savoir comment on utilise une arme. Voilà. Exactement. Tu vois, le parallèle. C'est un très bon parallèle. Il nous reste un peu moins de 20 minutes ensemble. Avant de passer à la dernière partie de notre échange, j'aimerais aborder un sujet qui est particulièrement important, c'est la souveraineté. C'est un mot dont on parlait pas forcément il y a quelques années, mais dont on parle de plus en plus aujourd'hui, notamment avec des sociétés des fleurons français qui peuvent passer sous pavillon américain ou d'autres pays. Justement, à quel point c'est un sujet qui va devenir et qui devient même dès aujourd'hui primordial et extrêmement important. Ouais, il est important et ça a commencé il y a bien avant que toi et moi on soit entrepreneurs. Une vingtaine d'années. Exactement. Et c'est la médiatisation qui fait qu'on s'y intéresse de plus en plus. Et puis à force de démanteler tout ce qui est puissant en France, on va se retrouver avec plus rien. Et ça, c'est extrêmement stratégique parce que il y a deux choses. Il y a ce qu'on a déjà et ce qu'on doit préserver. Ses savoir-faire, ses emplois. Ces entreprises qui ont été bâties par je dis nos ancêtres, mais des gens qui étaient là bien avant nous, qui ont bâti des choses, des industriels. Comment on préserve ça chez nous, le blanc-rouge? Et puis aussi, comment on donne aussi envie à nos nouvelles générations, c'est un vrai sujet, d'avoir envie d'entreprendre et de créer de la valeur en France. Parce que c'est bien beau tout ça, mais si on donne envie à cette jeunesse entrepreneuriale, dirigeante, d'aller diriger, d'aller entreprendre à l'étranger, on perd aussi des super profils. On perd aussi une puissance parce que finalement, quand un dirigeant ou un entrepreneur, parce qu'on dit souvent, mais l'entrepreneur, il crée de la valeur quand même. Faut pas oublier. L'entrepreneur, il va créer de la valeur par ses actions. Puis on espère que ça fonctionne par de l'emploi. Il va créer de la valeur par le savoir-faire qu'il produit, par le rayonnement. Ça, on oublie très très souvent le rayonnement qu'il fait de la France à l'étranger.
Un entrepreneur qui produit un produit en France, qui crée de la valeur française et qui va sur les marchés à l'international, ça, il nous représente. Nous, nation, hein. Bien sûr. Il nous représente. C'est un honneur. Il faut donner envie aux gens d'en être et de pas de les faire fuir aux Émirats Arabes Unis sans citer Exactement. de. Bon, je crois que là en ce moment c'est pas Ouais, le thème, mais tu vois, c'est bien d'aller à l'étranger. Il faut se nourrir d'une expérience. C'est pas du tout ce que je dis. De pas aller à l'étranger. Ce que je dis, c'est qu'on doit donner envie à nos entrepreneurs d'entreprendre en France et à nos dirigeants de rester en France, de préserver nos entreprises, préserver nos savoir-faire, préserver nos emplois. Tout ça fait partie du rayonnement de la France et de notre souveraineté économique. Et l'enjeu, il est majeur. Exactement. Et pour donner envie, il faut prendre soin aussi. Pour donner envie, il faut prendre soin. De nos dirigeants et de nos entrepreneurs. Exactement. Et tu vois, avec cet ouvrage, ce que j'ai envie de pousser aussi l'institution, l'État, de penser à légiférer, de penser à encadrer. Parce que si on estime qu'on est dans une guerre économique, c'est bien de faire des constats. Bonjour, chers entrepreneurs, aujourd'hui vous vous transformez en soldats de l'économie, puisque nous sommes dans un contexte de guerre économique, et en tant que dirigeant, vous avez la responsabilité de faire face. Très bien. Quelles armes donnez-vous à ces soldats, à ces dirigeants? Et en fait, le renseignement économique est une arme parmi tant d'autres. Ok? Comment on l'utilise? On n'est pas obligé d'attendre que Mayline Camus sorte un ouvrage pour dire qu'on sait comment on l'utilise. Beaucoup de penseurs, de professeurs, d'experts ont écrit des ouvrages à ce sujet-là. Mais très bien, comment l'État accompagne les dirigeants français à utiliser, à faire face avec le renseignement économique? Et si je vais sur ce terrain-là, c'est parce que si les puissances étrangères, les Américains, les Chinois, toutes ces puissances-là, elles utilisent le renseignement économique. Alors, on va toujours aller à l'extrême en disant oui, les Chinois nous espionnent. Bon, ça c'est la grande phrase que tout le monde dit. Mais avant de nous espionner, ils font de l'intelligence économique dans un cadre légal très strict. Ils le font. Pourquoi? Parce que c'est dans leur nature. Ils ont cette culture du renseignement depuis tout petit, depuis l'école. Et si c'est possible que ce soit comme ça, qu'il y ait cette culture du renseignement, de l'anticipation et du risque dans ces grandes puissances, c'est parce que l'État y a participé. L'État a légiféré, l'État a mis en place des moyens, l'État a fait des campagnes de sensibilisation, elle s'est impliquée. Et un État qui s'implique, ça donne envie et ça pousse en fait son peuple à s'y intéresser. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là. Il y a des efforts qui ont été menés. Mais je pense qu'on peut mieux faire, sincèrement, et c'est en faisant mieux et en faisant plus que on va donner aussi envie à on va donner envie à nos dirigeants français de se dire ok, oui, on a des outils. Bien sûr. Et puis on se sent soutenu. Exactement. On se sent soutenu. Puis une sensibilisation même dès le plus jeune âge, parce que c'est pas forcément des sujets qu'on aborde quand on est à l'école. Et c'est quelque chose de. Tu vois, moi j'ai pas fait d'important. d'école de commerce, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais l'intelligence économique doit devenir une matière importante. Pas une conférence de quelqu'un qui vient parler un peu inspirationnel, Bien on parle sûr. du renseignement. Vraiment une matière importante. On se renseigne. Voilà, et ça doit être important sur les décideurs de demain. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble. On va pouvoir rentrer dans la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre, puisqu'on est dans un podcast. La première, c'est quelle est la décision que tu as prise dans ta vie avec le moins d'informations, mais qui a tout changé? Alors, il y en a une, celle de signer à la DGSE. Je ne pouvais pas plus ne rien savoir ce que je signais. Parce que tu le savais pas, oui, effectivement. Exactement. Quand je suis rentrée à la DGSE, j'ai signé mon contrat DGSE de la façon suivante. Je rentre dans une pièce et mon recruteur me dit bon les tests se sont bien passés, je vous en prie pour poursuivre signer ici. Et je lui demande alors moi très enthousiaste, super, pourquoi faire? Et la réponse a été tu signes et tu sauras, sinon tu dégages et tu ne sauras jamais. Donc je peux te dire que c'est la décision tournant de ma vie où j'ai signé avec le moins d'informations possible. On ne pouvait pas faire mieux. C'est rare de signer un document sans savoir ce que tu signes. Je déconseille tout le monde de le faire. Là, c'était une aventure humaine et d'engagement. Mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple et c'est dans un cadre très particulier. Bien sûr. Chers entrepreneurs, ne prenez pas ce risque inutile. Ce serait dommage. Quel est le signal faible que tu as appris à ne jamais ignorer? Mon instinct. Mon instinct. Qu'on essaie de taire trop souvent pour chacun d'entre nous. On a tous cet instinct. On sait, mais je le savais. Je l'avais su.
Quand il y a un sentiment d'inconfort dans une relation, quand on a l'instinct que ce je ne sais quoi, il faut pas y aller, on dit souvent à l'armée, hein, quand il y a un doute, il y a pas de doute. C'est clair. Vaut mieux prendre le temps, vaut mieux s'aviser, vaut mieux reculer que de sauter dans le vide avec des barres rocheuses et qu'il y a rien. Ouais. Donc pour le coup, l'instinct, très important. Quelle erreur de dirigeant vois-tu tout le temps et qui pourrait être évitée facilement? Ne pas se renseigner. Quelle croyance sur la réussite ou l'entrepreneuriat as-tu complètement abandonné? Le fait de devoir aller vite, loin, tout de suite et parler chiffre d'affaires. Ouais. Arrêtez avec votre chiffre d'affaires, moi je veux le résultat. Non mais c'est vrai, j'ai fait tant de chiffre d'affaires donc mais vraiment, moi je suis dans être et durer. Je suis, pour le temps long. C'est pour ça que j'aime bien les podcasts. Je suis pour, vraiment bâtir. Je suis plus partie d'une génération et d'un état d'esprit de bâtisseur que de Vision long terme vision versus long terme. court-termiste. Exactement, je suis très dans le long terme. Si tu devais laisser une seule phrase à un dirigeant qui avance trop vite, ce serait quoi? Ralenti. Et la dernière question que je vais te poser, c'est quoi pour toi être hors norme? C'est de surtout pas suivre les sentiers battus, de partir à l'aventure. Ça sera pas facile, on va avoir des ampoules dans les pieds, on va vivre la pluie, le beau temps, le vent, mais finalement c'est toujours le chemin qui est le plus intéressant et il faut oser cet esprit d'aventure en permanence et ne pas respecter les codes. Vraiment. Ce sera parfait pour conclure cet épisode. Merci beaucoup Mayline, j'espère que ça t'a Merci. plu. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Évidemment on mettra tous tes liens en description, le lien de ton livre à retrouver dans toutes les librairies finalement aux éditions Erol. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Le meilleur. Le meilleur, ouais, Merci exactement. François. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.